ce qui est encore plus grave, c'est que la France, les pays européens, nous dictent à nous quelles seront nos frontières. Et ce ne seront pas des frontières défendables, puisqu'on retourne sur les lignes d'armistice de 1949. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme invité aujourd'hui Freddy Eitan. Freddy, bonjour. Bonjour. Freddy, vous êtes diplomate israélien, plusieurs fois en poste en Europe et aussi ex-ambassadeur de l'État hébreu en Mauritanie. Et puis actuellement, vous êtes directeur du département francophone du CAP, CAPE, le Centre des affaires publiques et de l'État à Jérusalem, qui fait partie du GCPA, le Jerusalem Center for Public Affairs, un think tank israélien axé sur les analyses de géostratégie, de géopolitique et de diplomatie basé à Jérusalem. Alors Freddy, on se souvient que le 9 juillet dernier, lors d'une conversation téléphonique assez tendue et animée entre Paris et Jérusalem, le président français Emmanuel Macron a instamment demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou qu'Israël ne procède en aucune manière à strictement aucune extension de sa souveraineté dans la Judée-Samarie ou dans la vallée du Jourdain, en arguant de son point de vue, donc du point de vue français, que premièrement, cette démarche violerait le droit international, c'est ce qu'a dit Macron, et deuxièmement, qu'elle annihilerait toute possibilité d'appliquer la fameuse solution à des deux États, c'est-à-dire d'une Palestine et d'Israël vivant côte à côte, seuls, avec donc une solution de compromis qui, d'après Paris, est la seule issue pour mettre un terme au conflit donc, entre Israéliens et Palestiniens. Alors, d'un côté, on peut dire que ce n'est pas là un scoop, puisqu'on connaît les positions pro-arabes de la France depuis des décennies, voire depuis De Gaulle. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a finalement d'un peu inquiétant et de nouveau dans cette prise de position de Macron? Est-ce qu'elle augurerait d'une démarcation et d'une position encore plus intransigeante et menaçante de la France contre Israël? Écoutez, la politique de la France, je dirais la politique pro-arabe de la France, n'a pas changé, comme vous l'avez rappelé, depuis le général de Gaulle, depuis le fameux embargo sur les armes avant la guerre donc, de 1967. Ce qui frappe aussi, c'est que déjà, nous sommes 40 ans après ce qu'on appelle la déclaration de Venise. Les neuf, donc de l'époque, le Conseil européen des neuf, avait décidé d'appliquer ce qu'on appelle l'autodétermination aux Palestiniens. Donc cela remonte à il y a 40 ans. Mais la France a été pionnière aussi en ouvrant un bureau de l'OLP en 1975 à Paris. Que la France a été pionnière en rencontrant donc le chef de l'OLP, Yasser Arafat, à Beyrouth, en 1974, et après, on l'a vu, a applaudi, si vous voulez, même cette intervention d'Arafat à l'Assemblée générale de l'ONU, avec, je vous rappelle, avec un revolver donc à la ceinture. Donc tout cela prouve par là que la France, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle essaye par tous les moyens de s'imposer ou de dicter ou même d'avertir l'État d'Israël, parce qu'elle a une position qui est d'ailleurs de la majorité de la communauté internationale, il faut le reconnaître. Donc, il y a une décision qui veut dire qu'il faut appliquer ce qu'on appelle la résolution 242 de 338, le retrait total, version française, c'est-à-dire le retrait total de tous les territoires et non pas de certains territoires, et évidemment Jérusalem comme capitale. Ce qui est grave, dans un contexte beaucoup plus large, quand je vous donne un exemple, par exemple, qu'aujourd'hui, la Turquie se trouve en Libye et la Turquie, aujourd'hui, se trouve à Jérusalem-Est. C'est-à-dire que la Turquie, aujourd'hui, hisse des drapeaux turcs sur l'esplanade, ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées, c'est-à-dire le mont du Temple. La Turquie, aujourd'hui, aussi, vient, aujourd'hui, ces jours-ci, de transformer la cathédrale Sainte-Sophie, que la Turquie aussi menace plus ou moins une communauté chrétienne qui est
une communauté à Jérusalem, communauté des Arméniens. Alors demain, si la France accepte, il faut rappeler, la France, c'est quoi? C'est aussi la fille aînée de l'Église. La France a lancé à l'époque des croisades pour libérer Jérusalem. Il y a un roi de Jérusalem, Godefroy de Bouillon, comme vous vous souvenez. Donc il y a là une situation, si demain la France accorde un État palestinien avec capitale Jérusalem, cela veut dire que les Palestiniens, que la Turquie, que le Hamas vont demain gérer et contrôler les lieux saints chrétiens. Et donc cela, comme vous le savez, depuis 1967, Israël a accès, tous ont accès librement donc aux lieux saints. Et c'est là la gravité, parce que nous nous trouvons dans un contexte tout à fait différent, pas d'avant-hier ou d'hier. Donc il y a là à la fois la Turquie, il y a les frères musulmans, et il y a un contexte général anti-israélien. Donc nous devons évidemment être prudents et nous devons dire à la France, écoutez, si vous voulez effectivement accorder ou de jurer, pas seulement de facto, mais de jurer aussi un État palestinien, il y a d'autres aspects, je ne parle pas seulement du terrorisme, de l'hostilité et d'autres aspects sécuritaires, stratégiques et autres au Proche-Orient. Alors justement, on a l'impression à vous écouter, d'après cette analyse que vous venez d'ailleurs de publier en français sur le site du CAP, en date d'hier, on a l'impression que d'une certaine manière, Macron s'est saisi de la polémique ou de la levée de boucliers internationale et surtout européenne contre l'éventualité d'une extension de souveraineté en Judée-Samarie pour faire avancer ces pions, comme vous le disiez, donc en faveur d'un État palestinien pour maintenant. Et d'une certaine manière, en avertissant Israël, en menaçant Israël, c'est en fait un vieil atout, une vieille position de la diplomatie française qu'il ressort au bout du jour d'une certaine manière. Oui, Pour la création d'un État palestinien dès maintenant, éventuellement comme réplique à une éventuelle annexion entre guillemets israélienne. Oui, c'est là. C'est-à-dire que pourquoi Macron a lancé cet avertissement? Parce qu'il y a eu des informations, plusieurs informations et des intentions de la part du gouvernement israélien d'appliquer la loi israélienne, non pas l'annexion, puisqu'on n'annexe pas un territoire qui est le nôtre. Absolument, absolument. Et donc, c'est appliqué. Donc, parce que comme vous le savez, je vous donne un exemple, mais qui est important. Quand quelqu'un, une personne, une famille veut construire une maison à Ariel ou dans les territoires, c'est-à-dire en Judée et en Samarie, a besoin d'une autorité, c'est-à-dire d'offrir à l'administration israélienne, c'est-à-dire que tout cela sera sur le plan civil. Et ça, c'est aussi bon pour les Palestiniens et non pas seulement pour les Israéliens. C'est-à-dire que tout sera une administration civile. On transformera donc les applications militaires, les ordres militaires, etc., en un territoire civil. Et là, je crois qu'il pourrait y avoir beaucoup, si on l'explique ainsi, il y aura une coexistence entre Palestiniens et Israéliens. Et quand des députés communistes et écologistes appellent et disent oui, on va parrainer et on va parrainer avec les villes et les villages des Palestiniens et on va aider les villages. Mais ils ne savent pas que cette zone qu'on voudrait donc appliquer donc la loi israélienne, il y a 4000, 5000 Palestiniens qui sont éparpillés un peu partout et donc il n'existe pas ni de ville ni de village. Et cela, si on pose la question, il y a eu certains sondages, comme vous le savez, plusieurs personnes, on a interrogé les Palestiniens et les Palestiniens disent non, nous ne voulons pas être sous administration, sous autorité palestinienne, on préfère rester dans le cadre israélien. Alors, vous faites allusion derrière Hagav, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire en passant à un aspect important de la situation en France. Je fais une parenthèse, mais qui est importante parce que ça autorise Macron à pousser ses pions anti-israéliens, c'est que les mouvements et les manifestations pro-palestiniennes, que ce soit des groupes de gauche, d'extrême gauche, communistes ou du BDS,
en France sont de plus en plus fréquentes et extrémistes ces jours-ci et ces semaines, alors que le pays, tout comme l'Europe d'ailleurs, est en proie au coronavirus. Il y a des gens qui utilisent leur énergie à vilipender Israël, notamment à propos de ce projet d'extension de souveraineté. On a vu des manifestations assez sidérantes à Paris notamment. Oui, non, mais vous savez, ces manifestations, elles sont non seulement contre Israël, mais contre, je dirais, et je fais allusion à ce qu'a dit Mélenchon concernant Jésus et concernant les compatriotes qui l'ont porté jusqu'à la croix, qui l'ont crucifié, ce qui est faux Oui. évidemment sur le plan historique. Mais ce qui est grave encore, c'est-à-dire qu'on dénonce non seulement la politique israélienne du gouvernement de droite ou de gauche d'Israël, du gouvernement israélien, mais on C'est d'ailleurs un refuse, gouvernement d'union. oui, évidemment, mais on refuse au peuple juif d'avoir une nation, donc être une nation et non pas une religion, et on refuse au peuple juif d'avoir un État. Donc cela remonte aussi, je dirais, dans les relations que nous avons eues avec le Vatican, puisque le Vatican, jusqu'en 1993, je vous rappelle, le Vatican n'a pas eu de relation avec Israël. C'est seulement en 1993 parce que évidemment, on ne veut pas que le peuple juif retourne sur sa terre promise, etc. Il y a plusieurs aspects là dans ce domaine-là. Ils disent, mais quel rapport y a-t-il avec des communistes, des laïcs, qui se rangent avec les extrémistes religieux du Hamas, des frères musulmans, ou avec les chiites iraniens, les ayatollahs iraniens? Il n'y a aucun rapport. Et donc, c'est là l'absurdité, c'est ça qui est insensé. Et donc, parce qu'il s'agit du juif et non pas seulement de l'israélien. Et c'est ça l'importance. Et il faut rappeler que si on a adopté récemment une loi, ce qu'on appelle la loi de l'État-nation, et c'est là l'importance, c'est l'État-nation. Et donc, nous disons, nous, Israël forme, donc le peuple juif forme une nation importante, comme les Arabes ont leur Oumma, comme vous le savez. Donc, il y a là une situation que nous devons, donc, que toutes les nations ont un État, possèdent un État, sauf la nation juive, sauf le peuple juif, n'a pas droit à l'existence d'un État. Alors, concomitamment à ces menaces à peine voilées de la France, on a vu aussi plusieurs pays emboîter le pas à l'Hexagone, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, l'Estonie, l'Irlande et la Norvège ont tout de suite rejoint la position de Macron. Mais malgré tout, ce qui domine, c'est que c'est la France depuis, comme vous le disiez, c'est toujours aligné, on peut dire, sur la revendication palestinienne d'un retour intégral d'Israël aux frontières, qui ne sont d'ailleurs pas des frontières, qui sont des lignes d'armistice, même si les Palestiniens disent à tort qu'il s'agit de frontières, il s'agit simplement de lignes d'armistice de 1949. En fait, ça revient à rejeter totalement, intégralement la position israélienne qui consiste à dire que ce paradigme des frontières de 49, ce que Abba Eban avait appelé les frontières d'Auschwitz, n'est absolument plus actuel et on voit la France avec ces autres pays derrière elle s'entêter sur cette position de la solution à deux États et d'un retour à la situation d'avant juin 67. Est-ce que c'est un jeu formel de la France ou est-ce que elle a les moyens de sa politique? Non, la France n'est plus une puissance. Elle est une puissance, je dirais même une puissance moyenne, si on peut dire. Donc, elle n'a plus ce rôle d'influence depuis d'ailleurs 1956, depuis ce qu'on appelle l'opération Mousquetaire, cette campagne de Suez en 1956 avec les Britanniques et les Français et les Israéliens. Depuis lors, la France a quitté, si vous voulez, cette région du monde et il y a eu la décolonisation, évidemment, tout le monde sait. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que la France, aujourd'hui, vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de la politique européenne, n'a aucun rôle à jouer aussi dans ce qui s'est passé avec le printemps arabe. La France a échoué en faisant chuter donc la Libye en 2011
Et par contre, il faut dire que Sarkozy, le président Sarkozy, avait reçu en grande pompe le chef donc libyen. Et elle a essayé d'intervenir aussi en Syrie. Elle n'a pas réussi non plus. Pourtant, je rappelle que la Syrie a été indépendante en 1921 par la France, donc après les accords Sykes-Picot, etc. Donc nous trouvons dans une situation qu'à chaque fois, la France échoue dans ses démarches. Ce qui est encore plus grave, et sur le plan général, on a essayé toutes sortes de négociations. On a essayé depuis 1967, on a essayé de revenir à la négociation et depuis 1967, il y a eu des propositions et Israël a proposé à plusieurs reprises donc de revenir donc à la table des négociations. Il y a 25 ans, donc il y a eu plus ou moins les accords d'Oslo, les 2 accords d'Oslo, ils n'ont pas réussi. On a essayé d'autres moyens. Il y a eu Camp David II et Arafat nous a donné une intifada où il y a eu après plus d'un millier de morts, de tués israéliens. Donc, si on n'a pas trouvé de solution jusqu'à présent, on doit, ce qu'on dit en anglais, out of the box, chercher quelque chose d'autre. Et c'est pour ça. C'est ce qu'a fait le plan Trump, en fait. Justement, le plan Trump, justement, ce plan peut confiance mutuelle entre nous et les Palestiniens, puisqu'on offre un package deal, donc d'une manière avec beaucoup d'argent, on parle de plusieurs dizaines de milliards pour investir pour l'économie palestinienne, pour la bande de Gaza, etc. Mais à l'avance, on refuse. Et d'autre part, ce qui est encore plus grave, c'est que la France, les pays européens, nous dictent à nous quelles seront nos frontières. Et ce ne seront pas des frontières défendables, puisqu'on retourne sur les lignes d'armistice de 1949. On ne peut pas dicter à l'avance la fin, le statut final avant de négocier. Donc tout cela prouve par là qu'on bafoue, d'ailleurs la France et les pays européens bafouent donc les accords même d'Oslo, qu'on sait quelle est notre position, mais on bafoue même les accords d'Oslo, puisque l'Europe est témoin signataire, témoin dans ces accords-là. Alors, Freddy Ethan, dans l'analyse que je citais en exergue, votre analyse dans le site donc, du CAP, CAPE, vous faites mention d'un aspect évidemment qui était passé sous silence par le communiqué de l'Élysée du 9 juillet dernier, faisant état de cette conversation entre Macron et Netanyahou. Et vous dites que, évidemment, et ça sera ma question, le communiqué ne fait pas du tout part de la réponse très argumentée de Netanyahou. Alors, en substance, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que Netanyahou a répondu à Macron qui l'accusait de retarder la solution à 2 États et aussi de violer le droit international avec son projet d'extension de la souveraineté? En quelques mots. Oui, effectivement, il a dit ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on a essayé on a essayé par tous les moyens de trouver d'autres solutions, on a échoué. Donc, on doit choisir autre chose. Il y a d'autres alternatives, il y a une opportunité ici avec le plan Trump. Et évidemment, nous ne pouvons pas à chaque fois revenir et refaire le scénario, c'est bien dommage, on a perdu tant d'années. Nous voulons effectivement retourner à la table des négociations, mais si les Palestiniens persiste et continue à refuser. D'ailleurs, il refuse et il rate à chaque fois les rendez-vous de l'histoire depuis la fameuse résolution 181 du 29 novembre 1947. Donc, il refuse tout partage, tout compromis. Donc, il est clair que la France, là, se trompe. Et c'est pour ça que Netanyahou lui dit au président Macron, écoutez, nous devons changer donc de paradigme. Vous devez influencer sur les Palestiniens. C'est votre rôle d'influencer pour qu'ils reviennent à la table des négociations et ne pas s'aligner avec un front du refus qui est contre toute négociation et tout compromis. Et il ne s'agit pas là de Netanyahou ou de Gantz, bien que vous l'avez dit vous-même, il s'agit d'un gouvernement d'union nationale, mais il ne s'agit pas de droite ou de gauche, il s'agit là de questions existentielles pour l'État d'Israël. Et là, c'est une question de vie ou de mort. Et nous ne voulons pas
avoir non seulement, on refuse toute pression de la part ou tout dictat de la part de la communauté internationale, y compris de la France, et nous déciderons nous-mêmes de notre propre intérêt et de nos propres questions ou tous les avantages sécuritaires, parce qu'il s'agit là effectivement d'avoir un État qui est viable, un État solide, un État avec des frontières défendables qui pourra amener et encore se développer et coexister dans une région en turbulence. Alors, dès après cet échange téléphonique aigre-doux entre Macron et Netanyahou, le 9 juillet, dans le sillage de cette polémique, eh bien, on a assisté à des choses pires encore du côté de l'Europe. Je citais tout à l'heure les 7 autres pays qui emboîtaient les 6 autres pays qui ont emboîté le pas à la France, mais depuis, la situation s'est un peu aggravée au sein de l'Union européenne, puisque aujourd'hui, il existe aux côtés de la France 10 autres pays qui ont demandé au haut commissaire de l'Union européenne aux affaires étrangères, Joseph Borrell, d'établir de manière urgente une liste exhaustive et précise des mesures concrètes de rétorsion en fait que l'Union ou en tout cas que l'Union ne pourra pas les prendre parce qu'il faut une unanimité, mais en tout cas que les pays, ces 11 pays en question, dont la France, prendraient au cas où Israël étendrait sa souveraineté sur n'importe quelle zone ou parcelle de ce qu'ils appellent à tort la Cisjordanie ou la rive ouest du Jourdain, qui est en fait la Judée-Samarie. Et parmi ces pays, il y a des pays qui entretiennent, pas tous, mais d'assez bonnes relations avec Israël, comme disons l'Italie, moins évidemment la Hollande et l'Irlande qui sont très hostiles, la Belgique aussi, le Luxembourg, la Finlande, le Portugal, la Suède, le Danemark et même Malte. Il y a donc quand même une levée de bouclier de ces pays, pas de toute l'Europe, mais avec la France qui mène la danse. Alors, il y a aussi, si je puis me permettre, et ça je voudrais avoir votre réaction, le fait qu'il y a quelques jours, la France et l'Union européenne ont surenchéri lors de la signature d'un accord entre donc l'autorité palestinienne, le Danemark et l'Union européenne pour un accord tripartite pour la création en zone C, c'est-à-dire une zone qui en principe pour moitié passera sous souveraineté israélienne si ce projet voit le jour, eh bien, pour créer dans cette zone C controversée pas moins de 16 bâtiments d'infrastructure pour les Palestiniens. Et donc, on construira, du point de vue de l'Europe, de manière illégale, bien qu'eux considèrent que les Israéliens n'ont rien à faire en zone C. Et donc, on voit qu'à Bruxelles, malgré le coronavirus et tous les problèmes d'ailleurs qui réunissent les Européens depuis 3 jours dans un sommet qui ne trouve pas tellement ses conclusions sur la crise corona, eh bien on voit que l'Europe surenchérit contre Israël et non seulement menace, prévoit des listes de rétorsion et de sanctions, mais en même temps veut aider les Palestiniens à construire dans une zone controversée. C'est-à-dire on passe de la parole aux actes. Écoutez, l'Europe, d'ailleurs, ne peut pas prendre une décision concernant des sanctions sans l'unanimité. C'est-à-dire qu'il faut avoir une majorité écrasante. C'est-à-dire il n'y a pas de veto concernant si demain les 27 pays ou les 26 après le départ de la Grande-Bretagne doit décider sur des sanctions ou des rétorsions contre Israël ou contre n'importe quel pays, c'est à l'unanimité, c'est-à-dire que les 27 doivent décider. Et on sait très bien qu'il y a non seulement sur le plan du coronavirus, dans chaque problème, il y a des divergences profondes entre certains pays et surtout concernant Israël, puisqu'aujourd'hui il y a un rapprochement, je parlais tout à l'heure de la Turquie, il y a un rapprochement avec Chypre, qui vous savez, elle est envahie depuis 1975 par la Turquie, la moitié, mais fait partie, la partie grecque, elle fait partie évidemment, fait partie donc de l'Union européenne et la Grèce. Il y a aussi la Hongrie qui est aussi avec Israël et la Pologne aujourd'hui se trouve aussi en position vis-à-vis des autres pays, ce qu'on appelle le vieux continent. La Tchéquie aussi, d'une certaine manière. Il y a la Tchécoslovaquie, il y a les Tchèques, il y a d'autres pays, des pays de l'Est, de l'ancien pays, donc de l'ex-Union soviétique, des anciennes républiques, qui rejoignent
si vous voulez, et qui s'oppose à cette politique de rétorsion, c'est que l'Europe refuse et veut lever les sanctions à un pays voyou comme l'Iran. Elle veut lever. Et comme vous le savez, au mois d'octobre, il y a un embargo sur les armes qui expire et que l'Europe ne voudrait pas renouveler, contrairement à la position américaine. Et ce qui est grave, c'est que l'Europe veut fournir évidemment des armes et veut continuer donc à donner à un État qui parraine, qui est là concernant le terrorisme. C'est un terrorisme d'État, puisque, comme vous le savez, l'Iran exporte donc une révolution islamique avec le terrorisme. Depuis le Yémen avec les Houthis, jusqu'au Liban, en Irak et un peu partout. Donc il y a là une absurdité totale, comme quoi Israël, pays démocratique, le seul d'ailleurs de la région, et qui respecte les lois internationales, et Netanyahou l'a répété concernant le droit international, concernant l'application, c'est dans le cadre de l'application, donc c'est possible. Il y a des divergences entre les juristes concernant l'application du droit international. Ce n'est pas une science précise. Donc, il y a là une situation qu'on doit aussi avoir vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de ces pays-là, et beaucoup plus d'attention aux revendications israéliennes. Freddy, une dernière question, puisque nous arrivons presque au terme de notre temps imparti. Je vais vous lire une déclaration qui a été faite par Seven Kuhn von Bergsdorf, un nom compliqué à dire, qui est le représentant de l'Union européenne à Ramallah, et qui, justement, à propos de ce projet d'extension, enfin de construction européenne, euro-palestinienne dans la zone C, a prononcé des mots assez virulents. Il a dit l'Union européenne considère la zone C comme une partie intégrale des territoires palestiniens occupés. Nous ne reconnaîtrons aucun changement par rapport aux frontières de 67, y compris à Jérusalem. Et nous attendrons que les deux parties se mettent d'accord, mais en aucun cas nous ne reconnaîtrons n'importe quelle forme de souveraineté israélienne sur ces territoires occupés de 67. Et il continue en disant nous sommes engagés à un règlement honorable et négocié de la solution à deux États, qui est la seule manière selon nous de parvenir à la paix et à la sécurité dans cette région. Alors, bon, c'est du langage, c'est de la langue de bois qu'on connaît, mais tout de même, est-ce qu'au-delà de ces discussions, de ces prises de position des fonctionnaires européens qui sont très anti-israéliens, on ne trouve pas trace derrière cet anti-israélianisme, j'allais dire, non seulement l'antisionisme, mais l'antisémitisme. Et ma question, c'est de dire, finalement, l'Europe ne s'est jamais dépossédée de ses habits, ces vieux habits de l'antisémitisme structurel, qui est en fait aujourd'hui l'antisionisme qu'on voit dans toutes ces commissions et dans la bouche et qu'on entend dans la bouche de tous ces délégués à Ramallah ou ailleurs de l'Union européenne. Et c'est un problème qui n'est pas conjoncturel, mais qui est même structurel. Mais bien sûr, puisque quand on applique le BDS, c'est-à-dire un boycott de produits israéliens, c'est de l'antisémitisme. C'est-à-dire il y a discrimination entre un Israélien qui produit dans un territoire ou un Israélien qui habite Tel Aviv ou Haïfa. Donc on fait la distinction, et je dirais même un apartheid concernant certains Israéliens qui sont là, qui habitent, donc ils ne sont pas des colons puisqu'ils sont là chez eux. Et donc il est clair que les Européens doivent savoir aussi qu'ils ne peuvent pas, c'est illégal donc de construire avec les Palestiniens directement sans avoir l'aval des Israéliens, parce que c'est conformément contre les accords d'Oslo que l'Europe a signé concernant la zone C. Et la zone C, je vous rappelle, c'est la zone qui est sous souveraineté, pas seulement souveraineté, mais sous contrôle israélien sur le plan sécuritaire et sous l'administration israélienne. C'est-à-dire que les soldats de Tzahal se trouvent sur place. Contrairement à la zone A, qui est sous contrôle administratif et aussi policier, comme à Ramallah, des Palestiniens. Et il y a la zone B, qui est la zone qui est
un contrôle palestinien, mais la sécurité israélienne. Donc il y a 3 zones là qui ont été signées dans les accords d'Oslo. Et les accords d'Oslo n'ont pas encore été bafoués complètement. Les Palestiniens nous menacent chaque jour de bafouer ou de résilier donc les accords d'Oslo, mais en fin de compte, ils continuent. Ils continuent aussi avec le contact sécuritaire, de sécurité entre les services et autres, parce que c'est leur propre intérêt. C'est leur propre intérêt. Sur le plan même leur économique, planche de salut d'une certaine manière. C'est leur planche de salut sécuritaire, c'est ce que vous disiez. Mais évidemment. Et je dirais, pour terminer, je dirais que même Mahmoud Abbas tient beaucoup au service israélien, à sa propre vie et à sa propre survie. Eh bien, Freddy, merci pour vos remarques, toujours très pertinentes et parsemées de références qu'il est bon de rappeler à nos auditeurs. Je vous remercie et je vous souhaite bonne santé et à bientôt, j'espère. Au revoir et shalom.